Bonsoir à tous. Alors nous sommes très heureux effectivement d'animer cette conférence sur le manager coach, un acteur de la QVT. Alors la QVT, la QVCT. On va rentrer dedans. Laurent m'a présenté, merci. Je suis maître de conférence en gestion des ressources humaines et la directrice de l'Executive Master Coaching et Organisation, qui est un diplôme de niveau Bac+5 qui a ouvert l'année dernière dans la mention des ressources humaines. Avec moi, Thierry. Voilà, Thierry Chaume. Donc moi, je suis formateur, je suis consultant, je suis job coach, c'est-à-dire spécialisé dans l'insertion et l'orientation professionnelle. Voilà. Et enseignant vacataire à l'IAE. Alors, tous les deux, nous allons mener en fait cette conférence en 2 temps. Voilà, donc on va vous proposer en fait d'éclairer 2 questions ce soir. La première question, c'est comment les managers peuvent-ils s'adapter à un environnement de plus en plus complexe pour atteindre leurs objectifs. Ça sera une première partie de notre intervention. Dans ce cadre-là, Thierry va d'abord nous parler du concept de postmodernité. Pour ma part, je vous partagerai des résultats d'une recherche qui a été publiée l'année dernière, en 2023, dans la revue internationale en psychologie et comportement organisationnel, qui s'intitule « Bien-être en télétravail, a-t-on encore besoin d'un manager ?» Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer d'éclairer cette deuxième question qui est quelle posture le manager peut adopter pour concilier à la fois le bien-être des salariés et la performance de l'organisation. Dans ce cadre-là, Thierry, lui, va présenter le parallèle entre le management et le coaching. Et pour ma part, je partagerai une recherche qui fera l'objet d'une présentation au congrès EGOS à Milan dans 15 jours, je crois, voilà, qui s'intitule « Managing Working Time Paradoxes, a Study Based on World Café ». Et la présentation, bien sûr, sera en français. Je l'ai traduite pour vous. Je ne vous partagerai pas l'intégralité de tous les éléments, étant donné le format. Mais en tout cas, vous aurez un éclairage sur les premiers éléments de résultats. Voilà, alors QVT, QVCT, puisque effectivement Laurent a introduit, effectivement on est dans la semaine de la QVT. Alors la QVT, alors c'est d'abord un concept qui a été amené par l'accord national interprofessionnel de 2013 et qui nous dit quoi? Qui nous dit la QVT, c'est un ensemble de dispositions qui permettent l'amélioration des conditions de travail et la conciliation avec la performance de l'organisation. D'accord ? Cette définition a été complétée en 2020 avec l'ANI de 2020, donc l'accord national interprofessionnel de 2020, qui vient préciser que quand on parle de QVT, n'oublions pas le C de conditions de travail, parce que les organisations parfois se sont on va dire, mise sur des sujets qui pouvaient apparaître comme assez éloignés de la conciliation avec la performance de l'organisation. Et donc, cet accord national interprofessionnel est venu clarifier la définition en insistant sur la dimension de conditions de travail dans la QVT. Mais bien évidemment, déjà, à partir de 2013, les conditions de travail étaient déjà existantes, bien sûr. Voilà, le programme. Alors, ça se veut être, vous avez compris, une conférence interactive. C'est pour ça qu'on vous a invité à répondre à un petit sondage. On vous présentera les résultats des questions que nous avons proposées dans le WooClap. C'est Thierry qui nous présentera les résultats. Voilà, alors, on débute du coup avec cette première question. Bon, d'abord, je suis ravi d'animer cette conférence pour vous. Donc, merci à l'IAE de m'accueillir.
Effectivement, moi j'ai une formation de consultant puis de coach professionnel, donc je vais essayer de vous faire part de mon vécu en vous présentant effectivement cette posture de manager-coach. Pourquoi on parle beaucoup de manager-coach aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans le management, c'est une posture, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui dans les entreprises? Ça ne vient pas de nulle part. Pourquoi? C'est que ça correspond à un changement de valeur dans la société. Et quand on change de valeur dans la société, automatiquement, il y a des choses qui bougent dans le management. Pour vous éclairer, et quand on parle de changement sociétal, on va voir qui? On va voir en général les sociologues. Et je vais vous présenter les travaux de Michel Maffezoli, qui est sociologue français, qui est professeur émérite à la Sorbonne, il est membre de l'Institut, et il a publié un essai en 2018 qui s'appelle « Être postmoderne ». Comment il définit cette postmodernité dans laquelle nous serions aujourd'hui? Et il parle d'un passage du vertical à l'horizontal. Ça, c'est un changement de valeur de société. Et le manager coach, il s'inscrit dans cette horizontalité. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, il apparaît de plus en plus dans les entreprises. Michel Maffezoli parle aussi de cette approche postmoderne, va mettre l'accent sur la coopération. La coopération, le manager coach, il est dans la coopération. Il est dans l'horizontalité en termes de posture. Et effectivement, il est dans l'adaptabilité vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des changements organisationnels. Donc voilà une clé d'explication qui montre pourquoi aujourd'hui le manager coach devient de plus en plus pratiqué dans les entreprises et demandé par les entreprises. Autre élément d'information, cette fois donné par Arnaud Lacan, qui est professeur des universités en management, qui s'est basé sur les travaux de Michel Maffezoli. Et lui, il parle qu'on est dans un changement de paradigme. Donc vous voyez, c'est fort. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a vraiment changé. Et qu'aujourd'hui, on part d'une autre logique, et dans une logique aujourd'hui plus communautaire et plus émotionnelle. Et un manager coach, il sait gérer les émotions, il n'a pas peur des émotions. Souvenez-vous, avant, le mot émotion en entreprise, c'était quasiment un gros mot. Hein? On n'était pas là pour exprimer ses émotions, pour partager ses émotions, pour écouter ses émotions. Vous voyez, on différenciait bien le perso, tes émotions, c'est chez toi. Non, aujourd'hui, c'est dans les entreprises. Et donc, ce manager coach, il est en capacité d'écouter les émotions des personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sa posture devient de plus en plus utile. Les pratiques managériales, dit Arnaud Lacan, il doit s'occuper du vivre ensemble. Le manager coach, il est là aussi pour insuffler dans ses équipes, dans son organisation, le plaisir de travailler, de donner du sens au travail et faire en sorte que ses collaborateurs se sentent bien au travail. Et c'est dans ce sens-là qu'il est un acteur de la QVT. Et aussi, il doit développer des pratiques coopératives. Et ça, on retrouve ce que disait Michel Maffezoli. Voilà, je voulais vous dresser un petit concept, une petite prise de recul pour vous dire que voilà, si ça arrive aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et qu'effectivement, cette posture-là est de plus en plus demandée par les entreprises à cause du contexte des valeurs de la société qui ont changé. Mais dans manager coach, il y a manager et coach. Qu'est-ce qui a permis la fusion de ces deux mots? Qu'est-ce qui a permis de faire rejoindre les théories managériales avec les théories du coaching? Qu'est-ce qui a permis de faire et de proposer manager coach? On aurait pu choisir autre chose que le coaching pour accompagner ce changement sociétal. Mais on est venu voir le coaching. Et pour ça, je vais vous faire un petit résumé des théories managériales. Et puis vous donner des petites clés d'explication dans le coaching, parce que peut-être que l'histoire du coaching... est-ce qu'il y a des coachs dans la salle? Ah, quand même. Quelques dizaines de coachs. Est-ce qu'il y a des managers dans la salle? D'accord, il y a un peu plus de managers que de coaching. Alors peut-être, effectivement, vous connaissez peut-être un peu plus l'histoire managériale que l'histoire du coaching. Mais en tout cas, je vais vous éclairer. Et puis ceux qui connaissent ni l'histoire managériale ni l'histoire coaching, c'est très bien, ils auront droit à des informations complémentaires. Alors
rappelez-vous, l'histoire managériale, ça démarre au début du XXe siècle. Voilà. Il y a un théoricien qui s'appelle Henri Fayol, c'est un Français. C'est le premier concepteur de la théorie du management. Et il propose quelque chose qui s'appelle le POC. Le POC, ça veut dire prévoir, organiser, contrôler, coordonner et commander. Voilà, donc la vision managériale, on ne peut plus directive et verticale. On commande, on dirige et on ne pose pas de questions. C'est un Français, c'est lui qui a été le premier théoricien du management. Et puis après a découlé, et là vous connaissez sûrement beaucoup plus, le taylorisme, le travail à la chaîne, les temps modernes. Souvenez-vous du film de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin qui court avec sa vis pour essayer de rattraper les écrous, voilà, et puis qui finit par terre. Donc nous sommes complètement dans le côté vertical et directif. Et puis ensuite, il y a le Fordisme qui va reprendre aussi le travail à la chaîne avec des éléments supplémentaires. Mais en gros, on est dans ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, le courant de l'organisation scientifique du travail. Et là, on est complètement dans la verticalité au début du XXe siècle. Là, il n'y a pas de manager coach qui peuvent arriver, vous voyez. Là, les managers coach, ils se présentent. Là, on dit non, c'est pas ici. Il faut revenir dans 100 ans, vous revenez, et puis c'est bon. Mais va arriver des petites choses au fur et à mesure qui vont commencer à ébrécher cette verticalité, doucement mais sûrement. Et ça, merci les psychologues du travail. Il y en a un qui est connu qui s'appelle Elton Mayo. Lui, il vient voir comment les gens travaillent, il vient voir les conditions de travail. Et il essaie, dans un but d'améliorer la productivité. Non, on le paye quand même, donc il ne faut pas exagérer. Et là, il se rend compte de quoi? Il se rend compte que c'est les relations individuelles qui améliorent la productivité. Ah, mais ça, c'est intéressant. Parce qu'avant, c'était le côté tu produis plus, l'économie d'échelle, etc. Et là, il dit non, il y a quand même un autre concept qui joue dans la productivité, qui est les relations entre les individus. C'est intéressant. Il faut s'intéresser maintenant aux relations aux individus quand on produit. Et puis, il y en a un autre. Alors, lui, il va être super célèbre. Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il a fait juste une pyramide. Ouais. C'est Abraham Maslow. Oh là là. Alors lui, on en entend encore parler 100 ans après quand même. Non mais quel succès quand même. Donc lui, il est allé voir la motivation des personnes et il a relié aux besoins des personnes. Oui, parce qu'avant, quand on était ouvrier comme ça dans le taylorisme, etc., on s'en foutait de leurs besoins. Leurs besoins, c'était quoi? Leurs besoins qu'ils puissent manger, se nourrir et se loger. Donc en gros, ça répondait à ce qu'on appelle aux besoins de sécurité, aux besoins physiologiques. On ne s'intéressait pas aux autres besoins des individus. Hein. Mais Maslow, il dit non. Non, il n'y a pas que ça comme besoin quand on est un être humain. Il y a des besoins d'estime, il y a des besoins d'appartenance à des groupes, il y a des besoins d'accomplissement de soi. Ouh là là, ouh là 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 là. Non mais vous voyez le révolutionnaire de l'époque quand même. Il aurait pu finir sur un bûcher quand même. Hein. Bon, et donc il commence à insuffler une petite musique dans les entreprises qui dit attention les individus, non, ils ont des besoins, ils fonctionnent peut-être un peu différemment. Donc merci les psychologues qui ont commencé à dire aux managers, écoute, t'es gentil, mais ça ne sert à rien de donner que des ordres. Hein. Ça marchait au début du XXe siècle, mais là, non, on est dans les années 40, non. Il va falloir quand même commencer un petit peu à voir différemment les choses. Et là va arriver une école qui s'appelle l'école des relations humaines. Beau mot. Relations humaines. Oh là là. De quoi on va parler? L'école des relations humaines, effectivement, va apporter quelque chose de l'écoute au niveau des salariés. Alors, je vous donnerai que deux auteurs qui sont assez connus, qui est Douglas McGregor. Douglas McGregor, il est très sympa. Il dit, est-ce que vous considérez que les salariés sont des paresseux par nature à qui on ne peut pas faire confiance? Voilà. C'est ce qu'on appelle la théorie X. OK. Bon, je ne sais pas qui répond à ça. Bon. Mais il dit, ou alors est-ce que vous considérez que les salariés sont poussés naturellement pour faire du travail et à qui on peut donner de la confiance et de l'autonomie? Ça, c'est la théorie Y. Et donc, il fait réfléchir sur la vision managériale, Douglas McGregor. Et là aussi, le brainstorming des managers. Non, parce qu'avant, on ne se posait pas ce genre de questions. Hein. Et donc, il est en train d'interroger les managers sur la vision que vous avez de vos salariés, de collaborateurs. Et là, on commence à descendre un peu la verticalité. Toujours dans cette école des relations humaines, va arriver Frédéric Herzberg. Alors, Frédéric Herzberg, c'est la théorie bifactorielle.
Je vous la fais courte, mais je vous la fais précise. Il distingue les facteurs d'hygiène, qui seraient d'avoir un travail, d'avoir un salaire, voilà, d'avoir des relations avec les autres. Mais il dit, ces facteurs d'hygiène, ils sont très sympas, mais ils ne suscitent pas de motivation. Ils suscitent de la démotivation, c'est-à-dire que si vous ne payez pas les gens, effectivement, vous allez les démotiver, mais ce n'est pas parce que vous allez les payer, ce n'est pas parce que vous allez leur assurer une stabilité dans l'emploi qu'ils vont être motivés. Ah bon? Ça ne suffit pas de les payer, d'avoir un CDI? Ben non, ça ne suffit pas pour motiver. Alors, quand je disais bifactoriel, il y a un deuxième facteur. Facteur d'hygiène d'un côté, qui est commun à tous, et les facteurs humains ou de motivation. Et il dit là aussi, c'est d'autres choses qui motivent les gens qu'un salaire. C'est d'autres choses qui motivent les gens qu'un contrat de travail. Et d'ailleurs, vous devez le savoir. C'est aussi, par exemple, le fait de faire des tâches intéressantes, d'avoir un travail intéressant, d'avoir une possibilité d'évoluer professionnellement, d'avoir de la reconnaissance de ses managers. Voilà, ça donne des facteurs de motivation. Et donc là aussi, le management, on va réfléchir. Alors ça ne suffit pas un salaire maintenant. Maintenant, ils veulent de la reconnaissance, quoi. Et là aussi, on commence à s'intéresser aux salariés de manière différente. Et c'est comme par hasard, dans cette époque-là, que va arriver ce qu'on appelle la direction par objectif. Alors qui va révolutionner le management par objectif, c'est-à-dire on va dire, bon, il faut aller là-bas, mais je vais te laisser assez d'autonomie pour que tu décides un petit peu comment tu vas aller là-bas. Non mais attendez, ici, on décide de rien. Hein. Ici, l'ingénieur, il pense, toi, tu exécutes. Donc vous voyez qu'en quelques années, il y a du progrès quand même. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui se passe au niveau managérial. Et vous voyez, on commence un petit peu à toucher à cette verticalité. Hein. On commence à la faire tomber un petit peu. Hein. Et là arrive le coaching. Autant il y avait eu l'école des relations humaines dans le management, dans le coaching, il y a une école qui arrive, vous avez dû en entendre parler, qui est l'école de Palo Alto. Oui? Une ville aux États-Unis? Californie? Oui? Ça vous parle? Palo Alto, vous en avez dû entendre parler? Alors, qu'est-ce qu'apporte Palo Alto? Palo Alto, c'est des chercheurs de différentes disciplines qui viennent travailler ensemble. Un truc de fou quand même. Hein. Non, parce qu'avant, les psychologues, ils étaient entre eux, quoi. Les mathématiciens, ils étaient entre eux, les anthropologues, ils étaient entre eux. Et là, Palo Alto, ce sont des enseignants-chercheurs qui viennent travailler ensemble. Et ça va amener justement des nouvelles choses. L'interdisciplinarité va amener de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Alors, Palo Alto va surtout travailler sur le développement des compétences des personnes. Ah, attendez, il faut développer leurs compétences. Non, mais moi, ce que je voulais, c'est simplement qu'il tire son boulon, quoi. C'est tout, hein. Ah non, il faut développer ses compétences. Et donc, Palo Alto va travailler sur le développement des compétences en termes de communication, en termes de relations humaines. Et oui, parce que la petite musique qu'il faut que les gens ils aiment travailler ensemble, il faut leur donner du sens, tout ça, ça commence à... Enfin, et là, le coaching apporte complètement ça en termes de recherche. Et donc, je vous disais, il y a différents acteurs. Alors, je vous en donne que quelques-uns, ils sont très nombreux, mais c'est juste pour vous signifier un petit peu, ou vous donner des noms qui sont peut-être connus à vos oreilles. C'est un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson. Peut-être vous avez entendu parler le concept de la double contrainte, ou la double bind. Non? En gros, c'est un concept, on est perdant à tous les coups. C'est ça qui est génial. C'était là où le manager il vient vous voir et dit, bon, je demande beaucoup de la transparence. Hein. Voilà, pour moi, c'est très important. Et puis là, vous avez le salarié qui fait des erreurs, qui fait des bêtises. Et là, il va voir son manager et dit, voilà, j'ai fait des bêtises. Tu as fait des bêtises, je vais te sanctionner. Alors, d'accord. Mais alors, si je ne viens pas, je vais te sanctionner quand même parce que tu n'auras pas fait preuve de transparence. Donc, à tous les coups, on perd. Voilà, c'est un principe d'injonction paradoxale qu'on retrouve en entreprise. Hein, on vous demande ça et le contraire, et en fait, c'est impossible. Si on vous dit augmente la productivité tout en respectant les règles de sécurité. D'accord. Mais attends, si tu veux que j'augmente la productivité, il faut donc que je joue sur des critères. Ah non, mais dans tous les coups, tu perds. Voilà, donc il a théorisé ce beau concept. Merci à lui. Parce qu'on comprend ce qui se passe après en entreprise parfois. C'est des doubles contraintes, peut-être vous en avez vécu. Oui?
Oui. Ben voilà. Merci, Bateson. Deux acteurs, John Grinder et Richard Bandler. Alors là, pareil, c'est un linguiste et un psychologue, et ils vont créer un truc qui va les rendre super riches. Ils vont inventer ce qu'on appelle la PNL. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé inventer ça, moi. J'en aurais vendu des livres et des séminaires. J'en aurais fait des séminaires à 1 000 € jour. Non, 10 000 € jour. Franchement. Donc, la PNL, c'est effectivement la programmation neurolinguistique. C'est une manière, effectivement, d'améliorer sa communication. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Eric Berne. Alors, lui, il va travailler sur ce qu'on appelle, et lui aussi, il va devenir très riche, un peu moins riche que les autres. Bon, bah, ils sont deux, ils ont dû partager aussi. Hein. Bon. Sur l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est aussi une manière de bien communiquer. Alors, lui, il va dire qu'on communique seulement quand on parle. Je suis en train de parler. Il va vous dire, écoute, tu es en train de parler sur le registre du parent, de l'adulte ou de l'enfant. Voilà. Il va conceptualiser tout ça et va rajouter des choses, des relations OK, pas OK, sont les individus, etc. Là aussi, ça va servir beaucoup de base dans le coaching. Quand on est coach, on utilise souvent des outils liés à la PNL et à l'analyse transactionnelle. Il y a toujours un fond de PNL, analyse transactionnelle. D'accord ? Parce que vraiment, il y a eu des études, il y a eu de la recherche. Il y a vraiment des choses sérieuses sur lesquelles on s'est basé. Je passe sur la notion systémique. On va laisser ça un peu aux spécialistes, mais c'est quelque chose de très important. Il y a un autre acteur aussi qui vient dans cette époque-là. Alors peut-être que vous connaissez parce qu'il a inventé un concept génial dont on parle tout le temps aujourd'hui. Il s'appelle Norbert Wiener. C'est un cybernéticien. Oh là là. Un cybernéticien, le gars. Et il va inventer un concept incroyable. Est-ce que vous savez lequel ? Et alors, quand on est coach, qu'est-ce qu'on en parle ? Et quand on est manager coach, qu'est-ce qu'on le pratique ? C'est le concept de feedback. Ouais, le mot feedback, là. Ouais, je te fais un feedback. Ouais, tu viens dans mon bureau, je te fais un feedback. Ouais, t'es viré. Non. Bon, c'est pas celui-là, le feedback, c'est un autre. Mais en gros, c'est un peu l'idée. Donc Norbert Wiener, effectivement, il invente le concept de feedback qui sera repris par l'école de Palo Alto, mais qui sera rendu beaucoup plus positif. Faire un feedback positif, vous voyez, tu as bien travaillé, je te fais une sorte d'amélioration, après je te critique un peu, mais je te refais une sorte d'amélioration. Voilà. C'est ce qu'on appelle la technique du sandwich. Voilà, je te l'emballe et hop, c'est bon. Donc, dans cette époque-là des années 60, vous voyez, c'est très stimulant hein, au niveau de management, au niveau coaching. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans les années 70, au coaching, va arriver une personne qui s'appelle Timothy Gallwey. Alors, ce gars-là, c'est un ancien sportif, c'est un ancien entraîneur dans le tennis et dans le golf. Et il va lancer un bouquin révolutionnaire qui fait vibrer tous les coachs, qui s'appelle The Inner Games of Tennis, le jeu intérieur. Oui, parce que le coaching vient beaucoup des sportifs au démarrage. Les sportifs, ils adorent le coaching. Hein. C'est pour ça que vous savez, quand on dit coach là aujourd'hui dans le foot, là, dans le machin, il y a des coachs partout là. Mais parce qu'en fait, au démarrage, c'est le sport, c'est les sportifs qui l'ont utilisé, le coaching, ce n'est pas les entreprises. Donc, Timothy Gallwey, lui, il va adopter, si vous voulez, les pratiques du coaching développé dans le sport. Winner Game, c'est-à-dire, en fait, il est en train de vous dire, pour gagner une partie de tennis, il ne suffit pas de bien jouer. Ce qui compte, c'est le mental. Voilà. Donc, on voit aussi tout cet aspect de développement des personnes. Donc Timothy Gallwey, il développe le coaching en entreprise aux États-Unis. Oui, parce que les États-Unis, ils sont un peu en avance en général. En général. Pas tout le temps, mais en général, dans les pratiques, ils sont en avance. Puisqu'il faudra attendre en France que 1990 pour que là, il y ait un coach, alors qui a été formé aux États-Unis, hein, un coach français, qui s'appelle Vincent Lénart, voilà, qui a développé une méthodologie. Lui, il va ramener le coaching, il va dire, voilà, je vais le développer en France. Vous voyez, 20 ans d'écart. Et lui, bon, au démarrage, ça a dû être pas facile, hein, mais c'est vrai que ça a été, on va dire, un des premiers précurseurs dans le coaching en France. Et on utilise une méthodologie de diagnostic souvent. Enfin, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de livres, etc. Donc voilà, il est assez connu dans le coaching français. Je reviens sur nos théories managériales des années 70. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, Toyota, là, vous savez, le zéro défaut, là, tout ce machin, les cercles de qualité. Le Japon, ils sont les premiers au monde, quoi. Vous savez, en termes de productivité, de production, ils sont extraordinaires. Ils en vendent des voitures, hein, des machines. Donc, ils développent effectivement ce qu'on appelle le toyotisme, avec effectivement cette pratique de cercle de qualité. Mais cercle de qualité, c'est demander l'avis aux gens.
pour améliorer leur travail. Non mais quel concept révolutionnaire. On va demander aux gens de réfléchir comment ils pourraient mieux travailler. Ah, on est loin. La Fayol, il a dû se retourner dans sa tombe. Hein. À mon avis, c'est sûr. Donc, le toyotisme, le cercle de qualité, le diagramme Ishikawa. Alors ça, vous devez connaître. Quand on fait un peu de management, ce diagramme avec l'arête de poisson. Ouais, ça parle l'arête de poisson. Bon, ben vous voyez, ça y est encore. Ah, c'est l'arête de poisson, on essaie de déterminer les causes, un problème. On fait une arête de poisson. Chaque fois qu'il y a un problème, on met une arête de poisson. Bon. Il est devenu très connu pour les arêtes de poisson. Pourtant, il n'était pas poissonnier, pourtant. On continue la visite. Dans les années 80, en management, il se passe des changements. En complément de la théorie X et Y de Douglas McGregor, il y en a un qui s'appelle William Ushi. Alors, c'est un japonais. Hein. Ouais, parce qu'il travaille beaucoup sur la réussite des entreprises japonaises. Il essayait de développer ça pour les donner aux entreprises américaines. Enfin, en fait, bon, il ne payait non plus. Hein. Donc, William Ushi fait la théorie Z. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa théorie Z? Il dit en fait, les salariés sont intéressés par le succès collectif. Ah bon? Donc, il développe une vision en disant ce que cherchent les salariés, c'est avant tout un succès collectif. Et il va développer donc une théorie qui va donc pousser les managers à effectivement impliquer les gens parce que les gens, ils veulent se réussir, ils veulent que leur entreprise réussisse. Alors, c'est quelque chose de très japonais parce qu'il y a une culture très particulière du collectif, mais malgré tout, il a développé cette théorie-là. Et puis va arriver Paul Hersey et Kenneth Blanchard qui vont créer ce qu'on appelle le management situationnel. Alors, c'est un outil de management mais qui repose sur un concept un petit peu particulier, c'est-à-dire, avant, on s'occupait de la compétence des personnes, et on va intégrer la motivation des personnes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas compétent, pas motivé, il vaut mieux un management directif. Par contre, si vous êtes compétent et motivé, le management délégatif, c'est très bien. Donc, ils vont développer une sorte de matrice où il va parler du management persuasif, du management collaboratif, délégatif et directif. Donc ça va être un outil, si vous voulez, pour les managements très pratiques en disant, bon, tu regardes, il est compétent, motivé, ton gars, allez, tu fais ça. Là aussi, c'est qu'on intègre, et c'est ça qui est important, on intègre l'aspect motivation. Motivation, pas seulement la compétence technique. Est-ce que la personne est motivée? Oui, parce qu'on peut être très compétent techniquement, mais pas motivé au travail. Hein. Vous avez peut-être rencontré des gens comme ça aussi. Voilà, ou peut-être vous le vivez vous-même. Hein. C'est possible. Hein. Vous pouvez être très compétent, mais pas forcément motivé dans ce que vous faites. Donc là aussi, on permet de différencier le management. Donc nous voilà les années 80. Et puis on va revenir dans le coaching. Et là, il se passe un truc. Dans les années 95, pour ceux qui étaient nés, hein, un truc de fou. Un truc de fou. Il y a un chercheur, un psychologue d'Harvard qui s'appelle Daniel Goleman, qui va faire un bouquin qui va devenir un best-seller pendant 1 an et demi aux États-Unis. Je ne vous dis pas les royalties. Hein. Alors lui aussi, j'aurais aimé. Hein. Et il va développer le concept d'intelligence émotionnelle. Alors ça, vous en entendez parler aujourd'hui. Vous savez ce que c'est, hein, vous voyez. Mais là, on est dans les années 95, hein, pas 2024. Alors l'intelligence émotionnelle, il a défini comment? C'est le fait d'apprendre à reconnaître et à gérer ses émotions et à comprendre les émotions des autres personnes. Et vous voyez, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener 20 ans plus tard au soft skill, au savoir-être. Mais où c'est un truc de dingue? C'est qu'il va développer un concept, où le concept va se développer, qui est le quotient émotionnel. Avant, rappelez-vous, on ne parlait que de QI, de quotient intellectuel. Et qu'est-ce que mettait en avant le quotient intellectuel? Avant tout, des capacités d'analyse, de logique, mathématiques. Vous voyez, le truc d'ingénieur. Et lui, il est en train de dire, mais attends, l'intelligence, c'est pas que ça. Le management, c'est pas que ça. C'est aussi la capacité à s'ouvrir à ses émotions, à comprendre les émotions des autres. Et c'est ce qui va amener aujourd'hui aux soft skills, les fameux soft skills, les compétences humaines, les compétences relationnelles, les compétences comportementales. C'est lié, elles sont basées sur l'intelligence émotionnelle. Là aussi, elles n'arrivent pas de nulle part. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une offre d'emploi qui ne marque pas, dans la définition du poste, savoir-être demandé. Alors qu'avant, c'était que les compétences techniques qui étaient demandées. Donc merci Daniel Goleman qui a ouvert un champ incroyable et puis qui a permis à des gens
qui n'était pas matheux de se dire moi, je peux aussi évoluer en entreprise parce que j'ai des compétences émotionnelles. Alors, moi, je suis diplomate. Moi, j'ai le sens de l'écoute, j'ai le sens de la créativité. Donc, c'était un peu la revanche de toutes ces personnes-là qui, en gros, ne montaient jamais dans la hiérarchie. D'accord ? Parce qu'en fait, leurs compétences n'étaient pas reconnues. Leurs compétences relationnelles n'étaient pas reconnues. Donc, il a fait un travail incroyable. Et aujourd'hui, c'est tout ce courant-là qu'on a aujourd'hui. Alors, pour terminer la visite, et donc, vous comprenez bien que vous voyez, le management a évolué, le coaching était aussi dans ces thématiques-là, et donc, ils étaient faits pour se rencontrer. Ils étaient faits pour se rencontrer parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, le développement des personnes, s'intéresser aux personnes en tant que telles, à leurs motivations, à leurs besoins, à leurs émotions. Et c'est pour ça que le coaching management s'est rencontré. Et là, on arrive dans un truc, 2010, les entreprises libérées. Alors là, c'est un bouquin qui sort, Liberté et compagnie, d'Isaac Getz, Brian Carney, et ils vont poser le concept d'entreprise libérée. Alors là aussi, l'agitation dans le management était incroyable. C'est-à-dire, en gros, on fait entièrement confiance aux salariés. Ils sont responsables, ils sont autonomes, et en gros, il n'y a plus besoin de hiérarchie. Jusqu'à se demander, a-t-on encore besoin de managers ? Ben, pour répondre à cette question-là, je vais laisser la place à Mme Nathalie Bernard. Merci pour le teasing et l'introduction de cette partie-là sur, en effet, ce papier donc, que j'ai coécrit avec 2 chercheurs de l'Université de Grenoble, donc Lara Laborie et Alice Monnier, donc, et qui a été, donc, comme je le disais, publié en 2023 dans la revue Ripco. Merci. Alors, quel est le contexte de ce papier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on était pendant la deuxième partie de la crise sanitaire et on a été du coup amenés, beaucoup d'entre nous, à vivre du télétravail. Une crise sanitaire où, selon le ministère du Travail en 2020, 41% des actifs se sont retrouvés finalement à mener toutes leurs activités à la maison, avec justement l'utilisation de toutes les technologies qu'on appelle les TIC, les technologies de communication et d'information. Ça, c'était le contexte de notre papier. Mais pour nous, c'était un contexte exceptionnel en tant que chercheur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se jouait pendant cette période-là. C'est totalement inédit. On se retrouve dans une situation où le contexte du travail, qui n'était plus celui d'aller au travail, dans le bureau, mener son travail, était complètement différent, puisque là, on pouvait exercer son travail dans une situation où on était dans un contexte plus personnel. C'est ça qui nous a intéressés. On s'est dit le contexte est suffisamment inédit et mérite de s'intéresser à finalement comment les personnes vivent ces situations. Et en particulier, ce qui nous a intéressés, c'était le management. Là-dedans, comment il pouvait réagir. Comment il pouvait finalement faire avec cette situation inédite. Comment il a vécu ça ? On a une pratique du télétravail. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un avant et un après la crise Covid sur cette question du télétravail. Elle se généralise d'un coup, elle est brutale et elle est massive. Quasiment tout le monde était dans cette situation-là et elle est permanente, en tout cas sur une très très longue période. Ce qui nous a intéressés, du coup, étant donné ce contexte-là, c'était de savoir ces salariés qui se sont retrouvés finalement très isolés pendant cette période-là, qui sont retrouvés à leur domicile sans avoir eu le temps d'être formés à ce qu'est le télétravail, sans matériel et sans aucune visibilité, comment le manager, face à cette situation, pouvait lui impulser un certain nombre d'actions managériales pour aider leurs collaborateurs. C'est ça qui nous a interpellés. Alors,
notre question de recherche, parce que quand on fait un papier de recherche, en fait, on s'intéresse toujours à une question que l'on veut essayer d'explorer, d'éclairer. Notre question de recherche a été celle-ci. Est-ce que, ça rappelle certaines, je vois mes étudiants qui me disent, ça me rappelle mon mémoire que je dois écrire. Un manager doit-il adopter des styles de leadership différents selon que l'on est finalement en situation de télétravail, en situation de travail sur site ou en situation d'alternance? C'est les 3 situations que nous avons justement étudiées pour favoriser le bien-être au travail. C'était la question qu'on s'est posée et à laquelle on a voulu répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthodologie et sur quoi on s'est basé en termes de collecte de données? On s'est appuyé sur un observatoire du télétravail qui est mené en fait par la chaire Management et Santé au travail à laquelle j'appartiens. Et sur ces données-là, en fait, on a utilisé un échantillon de 2968 salariés qui étaient soit en situation donc, de présentiel exclusif, ce que on appelle le 100% présentiel, donc sur le site de l'entreprise, soit en situation de télétravail permanent, donc 100% télétravail, soit en situation d'alternance entre l'entreprise et le domicile de la personne. Comment on a fait? On a mis en place des enquêtes par questionnaire sur les conditions de travail et sur la relation managériale. C'est ça qui nous intéressait, comme je vous le disais. Et ça s'est passé pendant la seconde période de confinement, donc entre novembre et décembre 2020. Alors, donc ça, c'est la méthode de collecte de données. Et je vais aussi vous montrer... Ça me fait rire parce que je vois mes étudiants qui voient ce que je déroule. C'est ce qu'ils ont dû dérouler il y a peu de temps, eux aussi, quand ils ont présenté leur papier. C'est une analyse en fait qui se base sur de la recherche quantitative. D'accord ? Ce premier papier que je vous présente est une recherche dite quantitative. Le deuxième papier dont je vous parlerai tout à l'heure est une recherche qualitative. D'accord ? Celle-ci est quantitative. Donc, en fait, elle se base sur des tests d'abord statistiques où on vérifie tout un protocole de vérification en fait, de corrélation des variables, pour permettre de constituer ce qu'on appelle des scores composites. On vérifie en fait la fiabilité de ces scores composites avec des analyses de type alpha de Cronbach et on vérifie du coup la fiabilité du modèle. D'accord ? Et donc, pour ce papier-là, on a réalisé 3 régressions hiérarchiques sur le bien-être au travail. Ces 3 régressions hiérarchiques faisaient en fait état des 3 situations que l'on a voulu explorer. Première situation, celle du télétravail à 100%. Deuxième, d'alternance. Troisième, de présentiel à 100%. Donc, 3 régressions pour les 3 situations. Et quelles ont été du coup nos variables indépendantes? Donc, notre variable dépendante était le bien-être au travail qu'on a voulu éclairer. Et nos variables indépendantes étaient le management exemplaire, le management empathique, le management participatif et le soutien social du manager. Donc ça, on a voulu, à travers justement ces variables-là, se dire qu'est-ce qui fait qu'on est plus en situation de bien-être au travail que d'autres. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a voulu comprendre. Alors, je vous passe les différentes étapes de la recherche. Je vous amène directement à la synthèse. Je vous ai fait une petite synthèse des résultats et que je vais essayer de vous commenter. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, vous voyez, alors je ne vous ai pas présenté le détail parce que le bien-être au travail, vous allez me dire comment vous l'avez mesuré. Alors ça, c'est une question que vous pouvez me poser. Je vais y répondre tout de suite d'ailleurs. Le bien-être au travail, il s'est appuyé sur les travaux de Abord de Châtillon et Richard qui ont en fait développé une échelle de mesure du bien-être au travail qui est composée de 4 axes. Alors, il l'appelle le modèle SLAC, d'accord ? SLAC pour S comme le sens, le L comme le lien, le A comme l'activité et le C comme le confort. Donc, pour le bien-être au travail, c'est ces 4 dimensions que sont en fait pouvoir avoir du sens dans son travail,
pouvoir exercer je vois mes autres étudiants ça leur rappelle mon cours sur la qualité de vie au travail. Le sens, le lien, donc c'est sur toute la dimension des relations, à la fois à la hiérarchie, mais aussi aux collègues. Donc cette idée qu'on est en situation de bien-être au travail lorsque l'on a des bonnes relations au travail, c'est donc la deuxième dimension. La troisième dimension, l'activité, qu'est-ce que c'est? N'oublions pas que quand il y a le bien-être au travail, c'est également parce qu'on peut faire du bon travail, donc c'est l'activité du travail, le contenu du travail. D'ailleurs, quand on parle de qualité de vie au travail, on oublie beaucoup la dimension du travail en soi. Il n'y a pas que la qualité de vie, il y a le travail. Donc on est bien dans son travail lorsque le travail il est aussi bien fait. Donc c'est aussi, alors c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, la richesse du travail, le contenu du travail par le fait d'avoir des tâches stimulantes, des tâches qui permettent effectivement intellectuellement d'être stimulé. Et donc ça c'est cette troisième dimension. La quatrième dimension du Slack, c'est le C, le confort. Alors c'est celui d'ailleurs où les entreprises se sont le plus vite engouffrées, hein. Le confort étant effectivement avoir un bureau, un joli bureau. En fait, ce qui était le plus facile et le plus rapide à mettre en œuvre. Voilà. Alors, dans le confort, il y a quand même aussi tous les éléments liés à l'ergonomie. Voyez, pour avoir la dimension aussi physique, hein, le bien-être physique, l'ergonomie, avoir une chaise qui permet d'avoir pas mal au dos ou ce genre de choses. Donc là, il y a la dimension confort qui apparaît aussi dans le bien-être au travail. C'est ces 4 dimensions donc, du coup, qui ont fait l'objet de la prise en compte de l'échelle de mesure donc, du SLAC à bord de Châtillon et Richard 2015. Et puis, donc, vous avez ici les variables indépendantes dont je vous ai parlé. Et nous avons rajouté des variables de contrôle, ce qu'on appelle des variables de contrôle, à savoir le genre, la tranche d'âge. Est-ce qu'un homme ou une femme était plus en risque par rapport au bien-être au travail? Est-ce que quand on était plus jeune ou plus âgé, on n'était pas dans la même situation face au bien-être au travail? Le temps de travail, c'est-à-dire, est-ce qu'on était à temps partiel ou à temps plein? Voyez, est-ce que ça avait une influence sur le bien-être au travail dans cette période de deuxième période de confinement? La situation parentale également et la situation conjugale. Voilà ce que l'on a essayé de regarder. Alors, qu'est-ce que ça nous a montré nos résultats? Donc là, vous voyez les étoiles, là, c'est la probabilité en fait c'est la probabilité maximum, on va dire, qui montre en fait qu'il y a une vraie impact de la variable sur le bien-être au travail. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le soutien social du manager a été fondamental dans cette période-là, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvaient les collaborateurs. Que ce soit en situation exclusive présentielle, en situation d'alternance ou en situation de télétravail à 100%, le soutien managérial était une variable explicative forte du bien-être au travail. Et puis après, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le leadership exemplaire, alors ces échelles-là également font l'objet d'échelles de mesure que l'on a repris de la littérature, hein. Donc c'est tout un questionnaire qui est basé sur des scores et c'est ces scores-là que l'on a modélisés, d'accord? Donc le leadership exemplaire, donc l'exemplarité que l'on met dans le leadership a été extrêmement important dans le cas justement du télétravail permanent. Alors que ce n'était pas du tout quelque chose d'important dans le cas du présentiel ou de l'alternance. De la même manière, on voit que le leadership participatif, il a été nécessaire dans le télétravail permanent, mais également dans l'alternance. Un premier élément de conclusion que l'on a, c'est que on a finalement des styles de leadership qui sont nécessaires et peut-être plus exigeants
quand on est en situation de télétravail que quand on est en situation de présentiel dans l'organisation. Ce qui veut dire que, en fait, dès lors que l'on sort de ce management du quotidien où l'on voit les collaborateurs tous les jours, que l'on peut en fait communiquer avec eux régulièrement, etc. Quand on sort de cette situation, quand on met en place du télétravail, ça exige des managers des compétences plus importantes. Alors, justement, d'ailleurs, le papier, on voulait au départ l'appeler ainsi, on voulait l'appeler le bien-être en télétravail, le manager augmenté, ou le manager, voilà, le manager augmenté, c'était l'idée qu'en fait, il y avait des compétences nécessaires supérieures lorsque on est en situation de télétravail. Alors, un résultat qui nous a beaucoup étonnés, c'est le leadership empathique. Le leadership empathique n'est pas ressorti comme étant effectivement faisant partie de l'arsenal du leadership pour justement générer du bien-être au travail. Et en fait, ça nous a questionné sur justement la nature de la relation managériale entre le manager et le collaborateur. On l'explique ainsi, ce résultat, qui est de dire que finalement, pour les collaborateurs, l'empathie n'était pas spécifiquement important dans la mesure où finalement, c'est dans la relation managériale, c'était plutôt l'idée de en quoi ça allait permettre de contribuer à une vraie apport sur les actions en fait, du collaborateur, à savoir comment le manager allait pouvoir aider le collaborateur concrètement dans ses activités réelles de travail. Ensuite, deuxième élément, on a regardé en quoi est-ce qu'on est manager ou collaborateur avait une influence sur le bien-être au travail. Et on s'est rendu compte de quoi? Que quand on est un manager, on est en situation plus importante de bien-être au travail qu'un collaborateur. Quand on est en situation de présentiel, quand on est en situation d'alternance. Mais en revanche, quand on est en situation à 100% télétravail, le manager, il est pas du tout en situation de bien-être au travail. Enfin, il n'y a aucun impact du genre sur la situation de bien-être au travail. Les hommes et les femmes ont été logés à la même enseigne sur le sujet du bien-être au travail. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ça n'a rien changé sur la situation non plus de bien-être au travail. Le temps de travail non plus n'a pas joué. La situation parentale n'a pas joué. Alors moi, ça a été un gros un résultat contre-intuitif pour moi parce que alors j'étais parent avec les enfants, travailler à domicile avec 2 enfants en bas âge pendant cette période-là. Je me suis dit, les parents, ils vivent un enfer. C'est pas du tout une situation de bien-être au travail, pas du tout. En fait, j'avais cette idée-là vivant ça, mais non. En fait, les personnes qui ont le plus souffert de cette période-là sont des personnes qui étaient isolées, donc les célibataires qui se sont retrouvés seuls en fait dans leur logement. Et d'ailleurs, on voit que en situation de télétravail en permanent, la situation conjugale, c'est-à-dire le fait d'être en couple, a permis de jouer, enfin de gérer mieux cette situation. Enfin, on était en plus en situation de bien-être, on était en situation de couple que célibataire et isolé dans son logement. Voilà, alors en conclusion de ce papier, qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, le télétravail, c'est un mode d'organisation qui requiert de la présence, le soutien et l'accompagnement du manager. Ça veut dire que quand les entreprises veulent mettre en place du télétravail, déjà, il faut comprendre que ça nécessite pour le manager d'avoir des compétences spécifiques et d'avoir vraiment une attention particulière sur justement le soutien aux collaborateurs et également que le manager soit lui-même accompagné. Deuxième élément conclusif, c'est que le télétravail semble constituer une modalité de travail qui agit comme un révélateur des qualités, mais aussi des insuffisances du manager.
En fait, ce qui ne se voyait pas quand on est en situation au bureau, quand on est au bureau, se voit énormément quand on est en situation de télétravail, où les insuffisances des managers sont criantes. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce papier de recherche, donc un papier de recherche quantitative. Je serai amenée tout à l'heure à vous parler d'un papier de recherche qualitatif. Alors peut-être pour faire la transition avec cette deuxième partie, on va vous proposer de regarder qu'est-ce que vous nous avez répondu, vous, sur le sondage. Ok. Alors la première question qu'on vous a posée, c'est quelle qualité attendez-vous de votre manager? C'est la première question qu'on vous a posée. On vous a proposé plein de modalités. Il y en avait combien, Thierry? 18, 19? Non? Il y avait 18 modalités. Ok. Alors, celle qui ressort le plus, 50%, faire confiance. Faire confiance. Alors, la confiance est un vrai sujet dans les organisations. Faire confiance est central. D'ailleurs, des études, il y a une revue là, dans Harvard Business Review, d'ailleurs, il y a tout un papier sur la confiance et ce que ça permet, en fait, la confiance en termes de baisse du stress, en termes d'augmentation de la motivation, en termes de baisse du burn-out, etc. Il y a tout un papier et des études qui sont menées qui montrent effectivement que la confiance est centrale pour justement améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Donc ça, c'est le premier qui apparaît. Le deuxième, savoir écouter. Alors typiquement, l'écoute, c'est un des soft skills, qui est très, très développé dans la posture du manager coach. C'est d'ailleurs une qualité essentielle de cette posture du coach. Savoir écouter, ce n'est pas juste entendre. Savoir écouter, c'est comprendre ce qu'il y a derrière ce qui est dit. C'est pas que entendre les mots, c'est entendre aussi, enfin écouter aussi ce qui se dégage en termes de communication non verbale, par exemple. C'est typiquement en fait des techniques que l'on développe quand on a cette posture du coach. Savoir écouter est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu également? Donc, je vois 41%, Thierry, de 41% sur l'autonomie, c'est ça? Et l'autonomie, 41%, c'est l'autonomie que vous... effectivement, donc l'autonomie... alors, c'est intéressant parce que ça fait le lien avec un autre sujet de la question, en fait, du paradoxe dans les organisations où on a à la fois des entreprises qui veulent contrôler quelque part les salariés sur leurs tâches, leur temps de travail, etc. Et en même temps, des salariés qui, eux, veulent beaucoup plus de liberté et d'autonomie. Donc là, vous dites, moi, mon manager, je voudrais qu'il m'apporte de l'autonomie, qui m'accorde de l'autonomie. On verra justement, et ça fera le lien avec le deuxième papier que je vous présenterai, cette question-là de comment finalement on peut arriver à concilier des choses, des injonctions paradoxales, à la fois une demande des collaborateurs de plus d'autonomie et à la fois de la part des entreprises de plus de contrôle sur cette question du temps de travail que j'éclairerai dans cette deuxième partie. On peut passer à la deuxième question ? Alors, deuxième question. Donc, spontanément, comment réagissez-vous en tant que manager face à un collaborateur qui est en difficulté, n'est-ce pas? Qui est en difficulté professionnelle. Alors, on vous avait proposé 4 réponses possibles. Tout d'abord, vous lui donnez des solutions pour l'aider à résoudre la difficulté. Vous lui faites confiance pour qu'il trouve la solution par lui-même. Vous lui tendez la main pour résoudre avec lui la difficulté. Vous prenez en charge la difficulté.
Alors vous voyez, il y a différentes manières de répondre à cette situation en tant que manager face à un collaborateur. Typiquement, la posture du manager coach, c'est celle que vous avez majoritairement répondu. C'est celle où effectivement on tend la main pour alors, pas résoudre la difficulté, mais pour que lui-même trouve sa propre solution, en fait, pour qu'il puisse trouver lui-même sa propre solution. On va l'inviter, on va justement le guider par une forme de questionnement à ce que lui trouve la solution qui lui convient le mieux. OK, troisième question. Oui. Question au quotidien, important au quotidien, hein, parce que bon, de temps en temps ça va. Vous préférez travailler avec quelqu'un de sympathique et compétent? Alors moi, je suis surpris de la réponse. Mais je pense qu'il y a beaucoup de managers. Donc il y a un biais. Il y a un biais. C'est qu'effectivement, les managers, ils aiment bien avoir des collaborateurs compétents. Hein, ils ne sont pas besoin d'être derrière, de contrôler ce qu'il fait, de dire ce qu'il fait. Voilà. Donc il y a un côté un peu... Mais donc on est ce qu'on appelle plutôt hard skill, plutôt compétences techniques et métiers quand on répond ça. Celui qui est plutôt soft skill, il va dire, moi je préfère travailler avec quelqu'un de sympathique. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez une explication? Ben, c'est simple. Parce qu'il est plus difficile de rendre un compétent sympathique qu'un sympathique compétent. Voilà. Ben oui. Quelqu'un qui vous en connaissez au boulot. Bon, ben, allez travailler pour qu'il vienne sympathique. C'est des années de boulot. Par contre, il y a un truc qu'il ne sait pas faire. Bon, on le met en formation une semaine, ça va le faire quand même. Hein, ça va le faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, donc je pense à mon avis, il y a un biais là. On a des managers, parce que le collaborateur lui dit, moi je préfère un collègue qui est sympa, quoi. Bon, il n'est pas très compétent, je m'en fous. Mais le manager, lui, voilà. Bon. Ok, quatrième. Hein. Je dis pas que c'est. Quatrième question. Donc spontanément, comment réagissez-vous en tant que manager face à un collaborateur qui vient vous voir avec un dossier où il y a 4 tâches très bien réalisées et une qui est mal réalisée? Alors spontanément, comment on répond voilà, comment on répond à ça? Alors, vous avez proposé 5 possibilités. C'est super. Deuxièmement, bravo, vous avez 4 tâches de bien réalisées sur 5. Troisièmement, ce n'est pas parfait. Quatrièmement, il y a une tâche mal réalisée. Et cinquièmement, c'est nul. Alors bon, vous avez répondu majoritairement sur cette deuxième réponse. Donc bravo, vous avez 4 tâches de bienfait sur 5. C'est vraiment cette idée du feedback constructif. Et puis, l'idée derrière, c'est que le collaborateur, il a un besoin de reconnaissance. Donc reconnaître qu'il a réalisé 4 tâches de bien, c'est aller dans le sens de son besoin aussi de reconnaissance sur le travail qu'il a réalisé. Alors, pointer du doigt, alors en France, on a développé beaucoup, et d'ailleurs dans nos formations, c'est ce qu'on développe beaucoup, l'analyse critique. On est très très fort, hein, nous les Français, sur l'analyse critique. Et du coup, on a plutôt toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. C'est vraiment un effort, je pense, en tant que manager, que de se recentrer sur les aspects positifs et les tâches bien réalisées du collaborateur. Et justement, aller à l'encontre de finalement le formatage que l'on a dans les formations, parce qu'on forme à cette analyse critique très fortement, pour aller vers justement, au contraire, une ouverture sur le feedback constructif et positif. Et c'est un peu contre nature dans notre façon d'avoir été construit aussi. Alors, pourquoi vous quitteriez votre entreprise? Là aussi, des réponses intéressantes. Qu'est-ce qui ressort en plus? 27% des relations difficiles avec mon manager. Là, on voit qu'un manager, ça a une grosse importance. Hein. Ça a une grosse importance au quotidien, ça a une grosse importance pour rester en entreprise. Ça peut vraiment adoucir les difficultés, même il y a des choses qui ne vont pas. Un manager, ça fait du lien, ça soutient, ça encourage. C'est là quand ça ne va pas. Donc c'est vrai, quand on a un bon manager,
C'est quand un bon garagiste, on le garde, quoi. On essaie de le garder. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis une perte de sens dans mon travail. Oui, on en a parlé. Vous avez vu cette histoire de sens. Je ne suis pas d'un salaire. Hein. Ouais, même si vous avez un bon salaire, même si vous avez un CDI, vous pouvez partir. Alors là, votre manager, il ne comprend pas, lui. Il comprend. Tu as un bon salaire, tu as un CDI, tu veux partir, toi? Surtout chez les jeunes générations. Alors là, vous ne les retenez pas du tout. Hein. Alors là, vous tenez la carotte, il dit, on se m'en fout de ta carotte. Tu la gardes. Non, moi, je veux du sens, par contre. Je veux même un équilibre vie pro, vie perso. Oh là là, j'entends ça tout le temps. Tout le temps, comme job coach. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Un équilibre vie pro, vie perso. Ah, mais quelle idée, quand même. Hein, Fayol, priez pour nous, mais ils sont fous. Hein. Et ils veulent du sens au travail. Du sens au travail. Ça ne suffit pas d'appliquer une tâche, même s'il n'y a aucune utilité, c'est nul. Non. Hein, après, on a parlé des bullshit jobs à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont très importantes, le sens, la relation avec son manager. Comme quoi, le manager, vous êtes manager, vous avez un rôle très important auprès de vos équipes. Même si on vous critique, même si on fait tout ce qu'on veut, heureusement que vous êtes là, quoi. D'ailleurs, les études montrent que la première raison du départ d'un collaborateur, de quitter son entreprise, alors bon, la rémunération étant toujours un sujet quand même central, mais c'est en fait la relation avec son manager. La relation avec son manager, c'est ce qui fait que son quotidien peut être une joie du quotidien ou une horreur du quotidien. Donc, la relation avec le manager est fondamentale. Ok, alors on va repartir on va enchaîner sur cette deuxième partie de la conférence. Cette deuxième partie. Ah, c'est bon, on remet en... Alors, on va essayer de vous parler justement de quelle posture le manager peut-il adopter pour concilier le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. Donc, je vais te laisser prendre la parole sur... Oui, voilà. Donc, cette fameuse posture manager coach, voilà une définition de ce qu'est un manager coach. Alors, je suis allé chercher Sir John Whitmore, d'accord, qui est un ancien sportif. Il a fait 5 fois Le Mans, dans les courses du Mans. Après, il est devenu psychologue. Et puis, il est assez connu dans le coaching, dans son bouquin Coaching for Performance. Et voilà comment il décrit ce qu'est un manager coach. Vous voyez, il parle de cette posture de leader. Quelqu'un qui encourage, qui libère le potentiel des collaborateurs, qui améliore la performance. Alors, qu'est-ce que fait un manager coach? Souvent, il écoute activement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'écoute active. Il sait poser des questions puissantes. Est-ce que vous savez ce que sont des questions puissantes? Bon, je vais essayer d'en faire des questions puissantes. Voilà, imaginez, Nathalie, elle vient me voir, elle me dit, Thierry, est-ce que tu as prévu une plaquette avec le service com de l'IAE pour donner au public quand ils ont terminé la conférence? Ça c'est pas une question puissante. Non, mais c'est pour vous dire. C'est pas une question puissante, celle-là. En fait, pourquoi c'est pas une question puissante? C'est parce qu'elle me donne la solution, elle me dit en gros ce qu'il faut faire une plaquette, et elle me renvoie à mon incompétence. C'est que je n'ai pas pensé à faire de plaquette. Ça, c'est pas une question puissante. Moi, si elle voulait développer une question puissante, je dirais, Thierry, qu'est-ce que tu as prévu comme support à donner pendant la conférence? Et là, je pensais me faire une plaquette avec le service com que je pourrais donner. Ah oui, mais bravo Thierry. Voilà ce qui est une question puissante, d'accord, qui n'induit pas la réponse. Alors il y en a plein. Mais je ne suis pas ton manager, donc tout va bien. Bon, c'est un exemple. Hein. Bon, désolé, je t'ai pris à partie, tu m'en veux. Bon, tant pis. Donc il y a plein de questions comme ça quand on est coach. Vous savez, le coaching, c'est l'art du questionnement. Hein. Notre maître à tous, c'était Socrate. L'art de poser des questions. Donc c'est vrai que en quoi, comment tu vas faire, vous voyez, on ouvre, on ne dit pas, bon, tu fais ça, vous voyez, là on est dans la directive, la verticalité. Donc on préfère qu'est-ce que, est-ce que. Voilà,
Bon, après, on fournit un feedback, bon, on en a parlé, hein. Et puis ensuite, on soutient le développement des compétences et des talents. C'est ce que fait un manager coach de manière globale. Après, on va le détailler. Alors, toujours notre ami Goleman, il n'a pas fait que l'intelligence émotionnelle, il a parlé aussi des styles de leadership. Et il aborde un style de leadership qui est le leader coach, donc qui est aussi quelque chose, qui est une posture de leadership. Alors c'est bien, ça change du leader directif. Voilà, il fait une sorte de panel de type de leadership. Et lui, effectivement, à mon avis, il part du leader coach. Et le manager coach, il se retrouve complètement dans ce type de leadership. Je ne vous mets pas tous les détails, je vous fais simplement un petit résumé. Mais c'est vrai qu'il se concentre avant tout sur le développement professionnel et personnel du membre de l'équipe. Voilà. Ouais. Donc c'est ce que propose Daniel Goleman. Après, il y a tout un gros bouquin là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, ou aller voir ses travaux. Alors, je vais vous donner des petites choses, des petites clés de compréhension. Encore une fois, ce n'est pas répondre à la perfection, c'est juste de se dire, bon voilà, c'est quoi la différence en gros entre un manager et un manager coach? Parce qu'il y a beaucoup de managers dans la salle. Donc vous allez me dire, oui, mais attendez, ok, moi je manage, je m'occupe de mes équipes, je les écoute, etc. C'est vrai, c'est vrai. Un manager coach, c'est un manager avant tout. Ce n'est pas deux personnes, hein. Encore une fois, un manager coach, c'est plutôt quelqu'un qui va utiliser des outils, des techniques, des postures liées au coaching. Mais c'est avant tout un manager. C'est pour ça que vous êtes manager, c'est très bien. Mais le manager, il est plutôt tourné vers les tâches, globalement, vers le sens. Alors que le manager coach, il est plutôt tourné vers les personnes. Voilà, ce qui peut faire un peu la différence. Donc là, vous voyez un petit peu les différences, enfin en tout cas des points de compréhension entre ce qu'est un manager coach. Mais bien sûr, il a les deux casquettes, un manager, hein. Il n'est pas manager coach, c'est que parfois, il change la casquette. Voilà, parfois, il est manager, centré sur les tâches, parfois, il est vraiment centré sur l'humain. Et en fait, il change de casquette selon l'autonomie des personnes, la motivation des personnes et tout ce qu'on a dit depuis le démarrage de la conférence. Voilà, donc en gros, il travaille là-dessus. C'est une posture avant tout, c'est une posture de leadership. Ce n'est pas un coach. Du tout, du tout, du tout. Tout à l'heure, on parlera de la formation des coachs professionnels. Ce n'est pas un coach. On ne peut pas coacher ses salariés, ses collaborateurs. Ce n'est pas possible. On n'a pas la neutralité suffisante. Non, on utilise des outils, une posture qui est propre au coaching, mais c'est une sorte d'outil. C'est tout. Il ne faut pas confondre. Hein. Ce n'est pas du tout un coach. Vous n'êtes pas coach quand vous êtes manager coach. C'est vraiment différent. Voilà, donc je tenais à le préciser quand même. Donc si on peut résumer, c'est une fonction manager tournée vers l'objectif, alors que le manager coach, c'est plutôt un style de leadership. Voilà, tourné vers le développement des collaborateurs pour faire un résumé, pour que ce soit assez clair. OK ? Voilà. J'espère que ça l'est. Donc, maintenant, je laisse la parole à Nathalie Bernard qui va vous parler effectivement d'un outil de coaching collectif qui est le World Café. Merci. Alors, ce deuxième papier, donc, qui est une communication à ce stade, qui est intitulé Managing Working Time Paradoxes, a Study Based on World Café, mené avec une collègue de l'IAE Lyon qui s'appelle Caroline Tahar et que nous présenterons, comme je vous le disais, bientôt au Congrès des Gosses. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce papier et comment a émergé cette recherche ? On s'est donc intéressé à la question du temps de travail ma collègue qui est en contrôle de gestion et moi qui suis en recherche, on a voulu en fait donner un éclairage croisé, un regard croisé sur cette question du temps de travail, moi avec le regard RH et elle avec le regard contrôle de gestion. Et en fait, on a du coup toutes les deux, et c'est comme ça que se passe souvent la recherche, hein, c'est des concours de circonstances ou voilà, des rencontres entre chercheurs et des discussions entre nous qui nous amènent en fait à réfléchir à une question. Et on a toutes les deux travaillé sur les paradoxes dans notre thèse de doctorat. Et elle avait effectivement un regard complètement différent du mien. Et c'est ça qui nous a intéressés, qu'on a voulu justement explorer. Et
D'autant plus en fait que la question du temps de travail, c'était pendant cette période où les retraites mobilisaient énormément la société, où on a effectivement eu plein de questions sur maintenant la semaine en 4 jours avec des expérimentations, etc. Et donc on s'est dit, regardons finalement ce qu'amène cette question du temps de travail qui est centrale pour les organisations. On voit qu'il y a effectivement des profondes mutations du travail, que cette situation du temps de travail, elle est porteuse de paradoxes. On va le voir, notamment un paradoxe majeur entre le besoin d'autonomie dont je parlais des collaborateurs et en même temps le besoin de contrôle des organisations sur la question du temps de travail. Et on a du coup voulu éclairer ça à partir d'un outil qui est de plus en plus utilisé en recherche, mais très émergent, qui est un outil de coaching collectif et qui s'appelle les ateliers de World Café. Ce sont des ateliers qui sont de plus en plus utilisés parce qu'en fait, elles sortent en termes de recherche qualitative de modèles du type les entretiens semi-directifs où vous pouvez uniquement interroger une seule personne, ou des focus group où vous pouvez interroger entre 8 et 12 personnes. Là, quand vous êtes sur des ateliers de World Café, vous êtes en fait sur un dimensionnement qui est au-delà. Vous pouvez aller jusqu'à 50, 100 personnes d'interroger. D'accord ? Donc, on a utilisé cette méthode pour éclairer cette question du temps de travail. Alors, qu'est-ce qu'un paradoxe ? Un paradoxe, déjà, c'est en fait une situation qui est à la fois contradictoire, qui s'inscrit dans le temps et qui ne peut se résoudre. On a Smith et Lewis 2011 qui nous disent qu'il y a 4 types de paradoxes. Ce qu'on appelle le learning paradox ou le paradoxe d'apprentissage, c'est un paradoxe qui intervient quand il y a une évolution, un changement de système dynamique. D'accord ? Typiquement, changer le système des retraites, vous rentrez là-dedans. Vous changez le temps de travail, vous passez de 5 jours à 4 jours, vous pouvez rencontrer ce paradoxe. Deuxième type de paradoxe, le belonging paradoxe. Et donc, celui-là, c'est le paradoxe d'appartenance. C'est en fait un paradoxe qui intervient dans le cadre de complexité, de pluralité qui sont propres à l'organisation et qui, en gros, engendrent des paradoxes dits d'appartenance entre, par exemple, des questions entre l'individu et le collectif. Vous avez troisième paradoxe, l'organizing paradoxe, ou le paradoxe d'organisation, qui apparaît en fait lorsqu'il y a des processus qui sont mis en place. Enfin, le performing paradoxe ou paradoxe de performance, c'est celui qui intervient en fait quand il y a une pluralité d'objectifs, à la fois par exemple un objectif de performance d'un côté et d'exigence de bien-être de l'autre. Et puis face à ces 4 types de paradoxes, en fait, Poul et Van de Ven, 89, nous disent qu'il y a 4 modes de gestion de ces paradoxes. Pour résoudre des paradoxes, il y a 4 manières de faire. Une première manière, c'est ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, en fait, consiste à accepter le paradoxe et à l'utiliser de manière constructive. La deuxième manière de résoudre un paradoxe, c'est une séparation spatiale. C'est-à-dire qu'on va clarifier les niveaux d'analyse, macro et micro, en fonction, par exemple, du lieu de travail. C'est-à-dire qu'on va régler un sujet sur un lieu et l'autre sur un autre lieu. Troisième mode de gestion, la séparation temporelle. Ça prend en compte le temps pour réaliser en fait les 2 éléments qui apparaissent contradictoires. Et enfin, la synthèse, c'est presque le mode de gestion le plus délicat, le plus difficile, le plus ambitieux à mettre en place dans les organisations. C'est un peu la troisième voie si vous voulez, c'est trouver en fait un nouvel élément qui va permettre de résoudre ce paradoxe qui n'avait pas été mis en lumière a priori dans la situation paradoxale qui se présente. Alors comment ça s'est fait ? Comment on a fait la collecte de données ?
On avait convié 40 cadres et managers qui sont en reconduction professionnelle à cet atelier. Il y en a certains parmi vous dans la salle, puisque je leur avais dit que je ferai la restitution des travaux ce soir. Et issus de différents secteurs d'activité très différents, industriels, hospitaliers, tertiaires, secteur public, des cadres ou des managers qui sont âgés de plus de 35 ans, parce qu'en fait, il fallait qu'on ait une population de personnes qui avaient une expérience professionnelle et un vécu professionnel pour pouvoir répondre à ces questions. On a du coup interrogé les participants de 3 parcours de nos formations qui sont en formation continue, à savoir les étudiants donc en management général, donc ce qu'on appelle nous le master MAE, en master ressources humaines et organisation, le master RHO en formation continue, et puis également le master coaching. Pourquoi cette population? Parce qu'à la fois une grande expérience professionnelle et en même temps également sensibilisée aux questions du temps de travail et de la qualité de vie au travail par l'intermédiaire d'un cours que d'ailleurs je donne. Alors, voilà comment ça s'est déroulé. J'ai mis quelques photos un peu pour vous donner un peu l'ambiance. Pourquoi le World Café? C'est vraiment parce que ça reprend l'idée de l'ambiance d'un café. Alors ici, vous voyez, par exemple, vous avez un étudiant qui est dans la salle, qui se reconnaîtra, et là aussi, je crois. Voilà, il y en a 2 ici. Donc, vous voyez, en fait, c'est une ambiance de café qui se veut en fait capitaliser sur la dimension informelle des échanges. Je crois beaucoup, moi, dans les organisations, à la place de la machine à café et à toutes les discussions qui se passent autour de la machine à café et de ce qu'elles permettent de réguler dans les relations de travail. Donc voilà en fait comment ça se passe. Alors il y a ce qu'on appelle des hôtes, c'est-à-dire des personnes qui sont fixes sur la table et qui vont en fait faire la facilitation sur les différentes thématiques. Et puis il y a les voyageurs qui vont passer d'une table à l'autre. Il y avait 4 tables pour 4 paradoxes qui ont été du coup explorés. Qu'est-ce que nous ont donné les résultats? Je vous présente brièvement le sujet parce que je voudrais aussi laisser des temps de questions. Voilà les propositions qui sont remontées des échanges. Par exemple, pour gérer les paradoxes du temps de travail, eh ben, les organisations pourraient mettre en place un droit à la déconnexion. Ou au contraire, il faudrait plutôt parler de qualité de présence. Si le temps de travail sur site il n'est pas long, que quand il est là, quand le manager il est là, quand les collaborateurs sont là, en tout cas, il faudrait une vraie qualité de présence. Ou alors, la semaine de 4 jours, ça permettait aussi, c'était parmi les propositions qui sont remontées, la flexibilité du temps de travail. Ou alors, il faut travailler sur la culture de l'entreprise. Il faut mettre en place des espaces de discussion. Ou il faut travailler sur des stratégies à long terme ou sur des temps longs. Il faut mettre en place du télétravail. Allons vers le nomadisme. Mettons en place plutôt de la confiance. Voilà, toutes ces propositions en fait, sont remontées pour essayer de traiter de cette question de comment on peut concilier à la fois le besoin d'autonomie, de liberté des collaborateurs et en même temps le besoin de contrôle des organisations. Et on les a classés sur les 4 types de paradoxes. Après ça, on a fait un deuxième travail qui a été de reprendre ces propositions et de trouver en fait le mode de gestion associé à la proposition qui avait été remontée par les personnes interrogées. Donc on a par exemple mis la séparation spatiale, le droit à la déconnexion et la qualité de présence, c'est par exemple de la séparation spatiale, mais ça peut être aussi de la séparation temporelle. Alors que quand on parle par exemple de la stratégie à long terme, on est sur une solution qui est de la séparation spatiale.
Quand on est sur, par exemple, les congés illimités, on est sur de l'opposition, c'est-à-dire que l'on prend le paradoxe tel qu'il est et on regarde comment on peut l'utiliser de manière la plus constructive possible. Voilà les éléments de résultats que l'on a pu dégager de cette recherche de manière brève. Et voilà en conclusion ce que l'on peut apporter sur les contributions à 2 niveaux. Donc sur les paradoxes, on a pu, à partir de cette recherche, et c'est tout l'intérêt de l'outil de coaching collectif, c'est de pouvoir permettre de confirmer l'existence de paradoxes du temps de travail, donc qui relevaient des 4 catégories qui étaient définies par Smith et Lewis que je vous ai présentées précédemment. Également donc, la contribution à l'identification des dispositifs de gestion que je vous ai présenté dans le 2e tableau. Et on a aussi mis en avant l'existence de paradoxes difficilement gérables. Par exemple, des paradoxes où on ne retrouvait pas ni dans l'une ni dans l'autre des modalités de gestion proposées une solution. Enfin, sur les contributions sur le coaching, on a vraiment pu se rendre compte de l'intérêt du coaching collectif comme cette méthode de collecte de données, de recherche qualitative avec un matériau très riche en un temps record. Alors, je vais inviter deux étudiants à venir témoigner de cette recherche. Et je vais leur poser une première question peut-être. Donc, il y a Grégory Morata et Magali Kölsch. Merci de vous prêter à cette expérience de témoignage. Donc, vous êtes tous les deux étudiants de l'Executive Master Coaching et Organisation. Vous avez tous les deux participé au World Café. Alors, Grégory, toi, c'était en tant que hôte d'une des tables. Oui. Magali, toi, c'était en tant que voyageuse entre les tables. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous partager comment vous avez vécu, finalement, cette expérience du World Café ? Une bonne expérience. En tout cas, effectivement, le lieu s'y prêtait bien. La disposition aussi est importante, puisqu'on était répartis dans des espaces de discussion bien identifiés. Le nombre aussi de participants par table était calibré et avec un mélange sur les trois masters. Donc, effectivement, il y avait une forme d'enrichissement mutuel. Et donc, moi, je l'ai bien vécu aussi dans mon rôle de hôte pour bien accueillir aussi, parce qu'il y a une forme on part un peu dans l'inconnu, même s'il y avait eu avant une présentation des 4 paradoxes, un cadrage en fait du World Café. Et mon rôle a été effectivement d'accueillir, d'avoir un aspect un peu sécurisant aussi, et de donner la parole aussi à tout le monde. Donc on était entre 5, ça dépendait des groupes, mais entre 5 et 7, il y avait entre 5 et 7 voyageurs. Et l'idée, c'était en tout cas de prendre aussi des notes et de valider avec les participants le mot, de questionner le mot pour parfois clarifier, pour parfois relier des idées. Et après, entre chaque groupe, il y avait aussi une forme de synthèse, mais qui ne devait pas être une interprétation de ma part, mais plutôt en reprenant vraiment ce qu'avait dit le groupe précédent pour que le groupe qui arrivait enrichisse ou questionne parfois des concepts qui avaient été emmenés. Et j'ai trouvé effectivement qu'il y avait une belle complémentarité et que ça a amené vraiment une plus-value à l'ensemble des 4 paradoxes. Merci Grégory. Alors, toi, Magali, Alors, en tant que voyageur moi, j'étais un voyageur. Alors là, j'avais repris ma casquette de manager. J'ai déposé de coach, donc je n'étais pas du tout dans le même rôle que Grégory. Par contre, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, cette méthodologie, ce World Café. Donc nous étions en groupe des managers, en tout cas des expériences très différentes les uns des autres, et c'est ce qui était très très intéressant parce que nous avions un temps court avec un paradoxe par table,
Et le fait de passer en groupe, on ne se connaissait pas et on réfléchissait de manière très très rapide sur ces sujets-là et on était vraiment dans un vrai foisonnement d'idées. Et du coup, c'était extrêmement enrichissant et on partait vraiment dans beaucoup de choses et ça permettait de se poser énormément de questions. Et voilà. Donc, c'était vraiment... c'est une méthode, je pense, qui est très enrichissante et qui apporte beaucoup sur cette recherche-là. En tout cas, c'était top. Merci à vous deux. Alors, restez pas trop loin parce je vais vous redemander de témoigner sur d'autres choses, notamment donc sur les formations que l'on propose à l'IAE de Lyon sur ce coaching. On a 2 formations en fait. On a cette première formation qui est l'Executive Master Coaching et Organisation. Cette formation, elle forme des coachs professionnels. On est sur une formation sur toute une année. Et puis, on a une deuxième formation qui s'ouvre là prochainement, qui est le certificat Manager Coach, justement, qui reprend tous ces éléments de la posture du coach au service des managers. Donc, l'idée étant vraiment de manager avec la posture du coach. Ce certificat, c'est ce que vous avez pu peut-être voir dans les plaquettes qui ont été présentées ici. On va essayer avec Thierry Chaume de vous présenter ces 2 formations de manière générale. Donc, l'Executive Master Coaching et Organisation, tout d'abord, ce sont des cours qui se déroulent de septembre à juin sur toute une année, un rythme de 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi. Exceptionnellement, ça peut être sur 3 jours. Et un volume d'heures de 360 heures, donc, qui sont à la fois des enseignements fondamentaux, des interventions professionnelles, également du travail personnel régulier et soutenu, et la participation à des projets individuels et de groupe. On a plusieurs unités d'enseignement, ce que l'on appelle nous, sur cet Executive Master. Par exemple, on passe en revue connaître les enjeux de l'entreprise et la place du coaching dans les organisations, adopter la posture du coach. C'est cette unité d'enseignement d'ailleurs qui fera l'objet du certificat de manager coach dont on parlera ensuite. 3e unité d'enseignement, comprendre les individus et les relations interpersonnelles, acquérir les techniques de coaching, développer le coaching au service de la qualité de vie au travail. Ensuite, sur le 2e semestre, on a approfondir sa pratique de coaching avec l'intervention donc de superviseurs qui supervisent en fait la mise en pratique du coaching pendant l'année. Construire son projet professionnel et créer son activité de coaching. Acquérir les techniques de coaching. Le séminaire international, comme on l'a dans tous les masters de l'IAE. Et recherche-action de coaching. Et enfin, la professionnalisation avec l'écriture d'un mémoire. Voilà, donc ça c'est une formation qui existe déjà. On va vous parler plus particulièrement du certificat Manager Coach que l'on a donc co-construit avec Thierry Chaume sur donc 8 jours. Est-ce que tu veux bien ? Oui, c'est un format beaucoup plus court, hein. Ce n'est pas du tout le même public, hein. D'un côté, c'est pour former des coachs professionnels, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parlerez un petit peu de votre master. Là, c'est vraiment à destination des managers, hein, pour travailler sur l'outil et la posture. Donc, c'est 8 jours, 56 heures auxquelles on va rajouter 3 heures de coaching individuel en plus. Donc, effectivement, on va travailler sur tout ce qu'on a vu, l'intelligence collective, le module de posture, des outils de coaching, les plus importants, savoir faire un feedback, gérer des communications, faire de la communication non violente, gérer des conflits, c'est savoir poser des questions puissantes, savoir fixer des objectifs avec ses collaborateurs, d'accord, savoir reformuler leurs propos, etc. Donc, effectivement, on reprend un des modules du Master Coaching. Donc, ça permet effectivement, ceux qui font le certificat Manager Coach, ensuite d'acquérir ce module-là. Voilà. Donc, éventuellement, s'ils veulent faire ensuite le Master, ils auront déjà ce module-là. Alors, c'est en 2 parties. Il y a 2 grands modules. Dans ce certificat Manager Coach, vous avez le module Adopter la posture du coach. Donc, avec tout ce qu'on a essayé de vous faire passer pendant cette conférence, on comprend le coaching en entreprise, comprend ce qu'est un manager coach, son style de leadership, acquérir des outils essentiels du coaching. Donc, il y en a pas mal. Développer un rapport de confiance avec ses collaborateurs, comment on fait, comment on pose un diagnostic de situation, comment on fixe des objectifs concrets
est pertinent à ses collaborateurs et comment on pose des questions puissantes. Voilà. Il y a beaucoup de détails. Ça, les détails, après, on les voit en formation, mais un petit peu, c'est pour vous initier effectivement à cet outil, cette posture qui est majeure. Ça, c'est un premier module. Mais on ne s'est pas arrêté là. On aurait pu s'arrêter là. Mais en fait, on a... Ça aurait été, si vous voulez, comme donner une canne à pêche à quelqu'un, mais à qui on n'apprend pas à pêcher. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de donner des outils aux gens en formation pour qu'ils changent vraiment leur pratique. Ça serait bien, mais ça ne marche pas comme ça. L'humain, quand on doit changer un fonctionnement interne, ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande un travail sur soi, en fait. Une réflexion sur soi, entre guillemets. Donc, développer sa réflexivité, c'est ça. C'est s'observer, s'interroger, faire une sorte d'introspection dans son fonctionnement. Donc, c'est vrai que ça permet, ce module-là, de comprendre comment on fonctionne, parce qu'on a tous un fonctionnement interne et il est important de s'analyser quels filtres nous avons, quelles croyances nous avons, qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle façon. Si vous voulez, il faut en prendre conscience pour manager autrement. Voilà. Il ne suffit pas de dire, vous voyez, moi je suis manager, j'aime que les tâches soient parfaitement réalisées. C'est très sympa. Mais après, on va me dire, oui, mais alors il faut que tu accordes le droit à l'erreur, que tu saches faire preuve d'empathie, d'écoute auprès de tes collaborateurs. Mais attendez, moi je veux que les choses soient parfaitement réalisées. Comment vous voulez que j'accorde le droit à l'erreur? Vous comprenez? Donc ça ne marche pas en fait. Il faut simplement justement comprendre son fonctionnement interne, comprendre ses exigences internes, s'analyser pour savoir qu'est-ce qui est possible ou pas de faire. C'est pour ça que ça demande un temps long. C'est pour ça que c'est sur 4 mois. C'est 2 jours par mois, mais sur 4 mois, pour qu'on ait le temps de pratiquer, de revenir et d'échanger. Donc un temps trop court, pour nous, ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'on met 8 jours de formation sur cette posture. Donc effectivement, pendant cette réflexivité, on travaille sur ces stratégies d'auto-sabotage que nous mettons en place, nous, en tant que managers. Parce que parfois, on s'auto-sabote. C'est très sympa. Quel est notre profil cognitif? Quelle est notre manière de fonctionner interne? Quels sont nos drivers? Bon, ça, c'est un terme de coach, mais en fait, c'est vraiment comprendre son fonctionnement. C'est très important. Ensuite, effectivement, ça permet de travailler l'intelligence émotionnelle. Comment on accueille les émotions de collaborateurs? Ce n'est pas évident. Ça s'apprend. Heureusement, ça s'apprend. Donc, on a des outils pratiques d'accueil des émotions. Et puis, comment on fait face à des situations parfois difficiles avec un collaborateur, parfois entre collaborateurs. Et là, effectivement, c'est tous des outils de techniques de communication non violente qu'on peut effectivement partager. Voilà ce qu'on voit pendant cette formation. Alors peut-être, avant de prendre les questions, est-ce que l'un d'entre vous pourrait partager un petit peu son expérience du master coaching de cette année? Est-ce que... Une année très dense, hein, comme l'ont présenté Nathalie et Thierry. Alors moi, je viens du monde du sport. Je suis un professionnel du sport et notamment de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et on nous appelle souvent coach. Et en fait, il y avait un monde en fait d'écart dans l'accompagnement humain, en tout cas ce que j'ai découvert, et qui est effectivement basé sur faire émerger les ressources de l'individu pour que la personne devienne autonome dans ses objectifs et dans son état désiré, en tout cas dans son évolution, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et avec la richesse déjà, c'était de la promo, parce qu'on était une promo classique, une dizaine de personnes, mais à la fois on s'est bien trouvé, on s'est coaché les uns les autres, et effectivement ça a amené une dimension très sympa. Et la plus-value pour moi du master, c'est à la fois l'enseignement académique donc par les enseignants de l'université, et aussi les coachs pro, et avec des approches différentes, avec des spécialités différentes, avec leurs personnalités différentes, et qui nous ont sensibilisés à ça, et en disant que on était friands d'outils, de concepts, et en fait en disant mais non, le meilleur outil c'est vous, quoi. Et ça, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Et pour le coup, on a si bien cheminé personnellement, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour avoir échangé avec les collègues aussi, c'est le cas de la plupart d'entre elles, puisque j'étais le seul homme dans la promotion.
Le cheminement personnel, il est indispensable en fait et presque inéluctable pour bien passer cette année-là. Et, euh, et avec aussi une obligation pour le coach et la supervision. Donc ça, on a vu au second semestre, donc tout ce qui est intervision, supervision. Ça a été des bons moments aussi collectifs. Et effectivement, on a vu aussi tout un tas de concepts que l'on utilise parce qu'on est à l'aise avec ces concepts-là ou qu'on met de côté parce que c'est des choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne conviennent pas à nos coachés. Et également, effectivement, il y avait l'action coaching où on a dû mener au moins deux coachings complets. Donc, on pouvait en faire 3 ou 4. Mais où là aussi, c'était une expérimentation. Et puis la supervision arrivait où on a pu régler peut-être certains blocages. Donc voilà, donc c'est super, en tout cas, super expérience. Et puis, je vous souhaite de postuler parce que c'est un beau voyage au fond de soi-même également. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on en arrive du coup à la fin de cette conférence. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. Et on va peut-être passer du coup sur ce temps maintenant des questions. Si vous avez des questions sur la conférence, nous sommes à votre écoute. On va faire circuler un micro. Je vous donne. Merci. Alors, du coup, moi, j'ai une question concernant donc les grands groupes, puisque je suis salariée d'un très grand groupe, et on entend donc des formations de managers récurrentes, justement, pour s'adapter un petit peu à ce changement sociétal. Et ma question est comment, justement, faire réellement secouer ce management hyper hiérarchique, archaïque même, actuel, et le faire pérenniser, puisqu'au final, toutes ces formations, j'ai l'impression qu'elles sont quasi vaines en fait de résultats. Alors, merci pour votre question. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, les jeunes générations, elles poussent. Les jeunes générations poussent les managers dans les organisations à revoir leur management. Parce que le turnover qu'on observe dans les organisations, déjà, pousse les managers à se réinventer, à revoir, à se questionner. Et d'ailleurs, les organisations qui fonctionnent le mieux sont les organisations pour lesquelles il y a de l'investissement dans la formation managériale et pour lesquelles, justement, on va développer de la confiance dans les relations. Les études le montrent, mais de toute façon, on est dans un moment où les jeunes générations ont des aspirations qui étaient peut-être tues par les générations précédentes, qui aujourd'hui sont dites, sont exprimées et doivent être entendues. Et si les managers ne se réinventent pas, c'est effectivement du turnover que l'on va observer, du mal-être au travail que l'on va observer. Donc nous, on croit beaucoup dans investir en formation. De toute façon, on n'est pas manager à vie. On doit se former tout au long de sa vie. C'est comme un processus d'amélioration continue pour des processus. Quand on est un manager, il faut se former tout au long de sa vie. Parce qu'on évolue avec aussi ses expériences et on doit toujours se remettre en question. Donc, pour moi, c'est voilà, comme un processus d'amélioration continue pour les managers, la formation en management. Merci. Qui d'autre? Oui. C'est pas une question, c'est juste un témoignage pour aller dans votre sens, dans le sens de votre question. Moi, je forme beaucoup dans la fonction publique sur le management. Et en fait, moi, j'ai un élément de réponse qui est que quand les formations sont faites aux managers opérationnels et pas aux managers dirigeants, c'est là où se crée un écart de méthode et qui est dans le temps et effectivement critique. Et ça, c'est quelque chose que
vous faites penser aux grandes entreprises et je pense à la fonction publique où je constate ça aussi. Alors là, je vous rejoins complètement. Pour moi, ça doit faire partie de la culture d'entreprise. Euh, voilà. Typiquement, alors vous parlez de la fonction publique. Aujourd'hui, par exemple, dans les hôpitaux, il y a énormément justement de déploiement du coaching dans les hôpitaux parce que il y a toute une stratégie, mais c'est quasiment une culture. Pas d'entreprise, mais d'organisation qui est en place et qui diffuse ces éléments du coaching pour justement permettre de revisiter la façon dont on encadre les collaborateurs. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la culture d'entreprise. Et ça doit effectivement être quelque chose qui doit diffuser top-down, donc depuis le haut jusque effectivement en bas. Et d'ailleurs, aux HCL, par exemple, ils ont mis en place des coachings binômes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, voilà, donc pour vous parler du secteur public, par exemple, mais il n'y a pas que, par exemple, dans les ministères aujourd'hui, il y a des pools de coachs internes qui diffusent également le coaching. D'ailleurs, on parle de la transformation publique, du New Public Management, et qui s'accompagne parfois également aussi dans certains ministères. C'est en train de se déployer à grande échelle du coaching interne. Donc, ça fait partie, je pense, de quelque chose de l'ordre de la stratégie, mais également de la culture organisationnelle. Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je suis Alexandre Deussi, donc je suis retraité et je commence une nouvelle vie. C'est-à-dire que j'ai 70 ans, mais je vais remonter le temps. Je vais reprendre le travail. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la transaction relationnelle. C'était riche. Voilà. Et la question que je voudrais vous poser, et cette notion, si vous voulez, de ruissellement du numéro 1 de l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas abordé, enfin, que j'aurais voulu voir quand on parle de grands patrons américains, ils influent leur esprit. C'est cette notion de coaching et de manager à la fois. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. En tout cas, j'ai appris énormément de choses et c'est dense. C'est-à-dire que je ne peux pas tout mémoriser. Vous débitez du savoir, j'essaie de photographier, après il faut que j'analyse. Ouais. Chacun sa spécialité, vous comprenez? En tout cas, c'est la question que... Ouais, le vide-poste. Bon, pour répondre à vous tous, faire une réponse collective, écoutez, ça va mieux qu'avant. C'est-à-dire on part un peu de loin et aujourd'hui on a des beaux gens diplômés de master là, qui viennent de la fonction publique, qui viennent des grandes entreprises, qui vont pouvoir devenir éventuellement des coachs internes pour pouvoir diffuser ça. Après, vous avez entièrement raison, ça vient aussi du haut. Mais dans le nouveau master qui va se lancer en septembre, vous voyez, on a un profil de personne qui est un directeur d'hôpital. C'était des profils inimaginables il y a encore quelques années. Donc, vous voyez, on évolue, ça bouge, effectivement, plus ou moins rapidement, mais on est dans une tendance qui est de toute façon irrémédiable, avec les jeunes générations, comme parlait Mme Bernard, avec les jeunes générations, avec les attentes des collaborateurs, cette équipe vie pro, vie perso, ce changement de valeur, c'est inéluctable. Donc, de toute façon, il va falloir s'y mettre. On résiste, mais on ne pourra pas résister tant que ça. Donc, c'est, voilà, il faut juste une affaire de temps. Et c'est vrai qu'avec des formations, on peut accélérer un petit peu les choses. Voilà. Bonsoir, je travaille aux HCL et donc je fais partie de l'équipe de coach interne des HCL. Donc effectivement, les HCL et l'hôpital public de plus en plus et les directions s'engagent sur une diversité d'accompagnement de ces professionnels, à la fois sur du développement purement personnel, on va dire, et puis sur des modalités de management qui sont diverses et variées autour du design thinking, autour du management appréciatif
Et là, en l'occurrence aussi, les HCL ont voulu apporter une dimension coaching à l'accompagnement, avec une spécificité, effectivement, comme le disait Laurence, sur du coaching en binôme. C'est un peu notre côté innovant, c'est-à-dire deux coachs qui coachent deux coachés. L'idée, c'était vraiment de construire, d'accompagner les binômes chefs de service et cadres. C'est de les accompagner dans la construction de leur binôme au quotidien, de les accompagner sur leur relation, la construction de leur mode de fonctionnement, sur l'accompagnement aussi aux défis qui les attend aujourd'hui face aux défis défis de santé publique auxquels on doit faire face aujourd'hui, et notamment dans le fait de repenser les organisations et autres, et accompagner justement on coach ces personnes pour pouvoir les aider à accompagner et animer leurs équipes autour de ces reconstructions, ces réorganisations. Alors aujourd'hui, on a 2 ans de recul sur la mise en place du dispositif. On a également aussi beaucoup de demandes en individuel, et notamment beaucoup de demandes de professionnels qui rentrent dans la fonction cadre, des faisant fonction cadre, ou de jeunes nouveaux cadres aussi, sur leur prise de fonction, sur leur posture managériale, notamment en termes d'exemple, sur la légitimité. Voilà, comment je peux gagner ma légitimité autour d'une équipe dans laquelle j'ai été moi-même professionnelle de cette équipe. Voilà, ça c'est un exemple, mais bon voilà, je pourrais vous en citer plein d'autres. Et en l'occurrence, voilà, je trouve que c'est vraiment... en tout cas, les hôpitaux, il y a d'autres experts. J'ai d'autres collègues qui sont sur d'autres hôpitaux aussi, où la dynamique de coaching se développe de plus en plus. Donc, on peut espérer que les choses vont évoluer très positivement dans les années à venir. Je ne vais pas les plier, mais Sandrine Banguet-Bamba. Merci en tout cas pour votre retour d'expérience et votre témoignage. Peut-être que... Effectivement, notre idée maintenant, c'est d'aller vers le coaching. Parce qu'on s'aperçoit au travers du coaching qui émerge vraiment des besoins. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Merci. Alors moi, ma question, c'est comment on peut manager, garder une équipe motivée quand les décisions de la direction impactent notre équipe. Par exemple, j'ai une personne qui est partie de mon équipe. La direction a décidé de ne pas la remplacer. Comment on gère la frustration qui se crée, faire comprendre à l'équipe finalement, ce n'est pas de ma faute. Enfin, si c'était moi qui décidais, bien évidemment qu'on remplaçait. Voilà. Toute cette partie-là. Alors, les managers sont les personnes qui sont le plus touchées par les injonctions paradoxales. C'est-à-dire à la fois des attentes de la hiérarchie qui sont d'une certaine mesure, donc en l'occurrence souvent de performance. Là, ça peut être effectivement de gains de productivité par le fait de ne pas prendre cette personne, et puis à la fois de demandes et des attentes des collaborateurs de bien-être au travail. Et le manager, il doit naviguer là-dedans, dans ces injonctions-là paradoxales. Donc c'est toute la difficulté. La meilleure déjà chose à faire quand on est un manager face à ces injonctions paradoxales, c'est de pouvoir à la fois essayer de trouver avec les collaborateurs notamment des solutions, des réponses. Et c'est tout l'enjeu justement du coaching d'équipe dont je rebondis sur le point de Madame. C'est le manager aujourd'hui, quand il est formé à la posture du coach, il est en capacité avec ses équipes, non pas en tant que sachant, mais avec ses équipes, de trouver des solutions par rapport justement à ces situations un peu complexes. Voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter peut-être là. Merci à vous pour votre écoute et puis pour vos questions.